Rappelons-nous une des devises du régime mussolinien. Le Duce a toujours raison. Le fascisme, il paraît que ça n'est pas bien, mais quand une de ces méthodes marche, pourquoi ne pas la réemployer? Donc aujourd'hui, les médias américains nous font un remake en bonne et due forme de l'axiome de Benito « Les démocrates ont toujours raison ». Synonyme, Biden a toujours raison. C'est ainsi que la cellule de fact-checking du prestigieux journal le Washington Post ou le Washington Post en français, cette cellule qui est là pour traquer les supposés mensonges des adversaires politiques pour mieux les discréditer, a annoncé qu'elle ne testerait plus les propos de Biden. Tout simplement. Et oui, Biden est un gars bien, c'est un démocrate, donc il ne ment jamais, lui. Donc, il est inutile de vérifier ses propos. Glenn Kessler, le responsable de la cellule de vérification, est formel. Je suppose que la présidence Biden ressemblera à celle d'Obama et qu'ils seront réactifs et aptes à confirmer rapidement leurs affirmations. Fermez les guillemets. Eh ben dame, oui, ça pour sûr. Cet a priori positif est absolument hallucinamment abracadabrantesque. Les démocrates ont donc carte blanche pour affirmer absolument tout ce qui leur passe par la tête, ils ne seront jamais inquiétés. Trump, lui, n'a évidemment pas bénéficié d'une telle mansuétude. Trump, dès qu'il ouvre la bouche, il est forcément suspect. Sale gosse, va, c'est la politique du soupçon. Comme tout cela est enveloppé dans un emballage cadeau de bonne conscience totale et sans limite. Tout va très bien, Madame la Marquise, mais tout va vraiment très bien. C'est de cette manière qu'on forge une opinion à coups de biais, de censure ou d'absence de censure déguisée, de manière à ne laisser filtrer que les infos qui vous arrangent. C'est tellement plus commode, plus facile, plus tentant que d'organiser un vrai débat contradictoire, que faire de la vraie politique. Ajoutez à cela le travail de sape des réseaux sociaux, à l'image de Twitter qui avait trouvé le moyen de censurer plusieurs centaines de tweets de Trump pendant la campagne américaine, avant de le bannir définitivement, et l'on se demande finalement à quoi ça sert d'organiser des élections. Je vous souhaite une excellente soirée. Le nombre de naissances enregistrées en France en janvier dernier a chuté de 13% par rapport à janvier 2020. Une baisse inédite depuis 1975 qui pourrait être liée à la pandémie de Covid-19, a annoncé l'INSEE. Nos gouvernants chéris, que n'étouffe pas le sens du long terme et la capacité à voir loin, se démènent comme de beaux diables fourchus contre le coronavirus pour tenter de sauver des vies, comme ils disent, mais ils oublient cette réalité fondamentale. Le meilleur moyen de sauver des vies, c'est encore de faire en sorte qu'il y en ait chaque jour de nouvelles. Et là, on n'y est pas, mais alors pas du tout. D'abord parce que la politique anti-Covid, menée depuis des mois, est en train de zinguer clairement mais sûrement le moral des Français, qui dans ces conditions, compte tenu des incertitudes matérielles et de l'air ambiant délétère qui nous environne, ne sont pas très motivés pour agrandir leur famille. Ensuite, parce que le gouvernement multiplie les signaux tous azimuts de sa détestation, pour ne pas dire sa haine de la famille traditionnelle. Et ce n'est pas nouveau, ça fait un moment que ça dure, c'était déjà vrai avant le Covid. Déjà, en 2020, le taux de natalité baissait pour la 4e année consécutive. Le gouvernement de François Hollande avait mené une offensive en règle contre la politique familiale. Souvenons-nous de cette politique. Diminution de l'avantage fiscal lié au quotient familial pour les familles les plus aisées. Mise sous condition de ressources des allocations familiales. Imposition de la majoration de retraite pour les retraités ayant élevé des enfants. Réduction de la prestation d'accueil jeunes enfants et j'en passe.
Tout cela a bien fini par porter ses fruits et a découragé nombre de parents de se lancer dans l'aventure d'une nouvelle naissance. Depuis cette triste période, le gouvernement Macron n'a rien, mais alors rien fait pour inverser la tendance. Il ignore tout simplement la possibilité même d'une politique familiale. Et pire, il chante à tue-tête un discours profondément destructeur à l'égard de la cellule de base de la société. Vive la famille recomposée, y compris au plus haut sommet de l'État. Vive l'avortement, vive la PMA, vive la GPA. Mort à la liberté éducative des parents, mort aux liens familiaux intergénérationnels, etc., etc. Heureusement, quelques courageux députés ont décidé de déposer un projet de loi pour mettre en œuvre une politique publique ambitieuse destinée à relancer la natalité en France. Puisse-t-il être entendu ? Mais j'ai des doutes. Il est tellement plus facile et plus tentant d'ouvrir à tout va les vannes de l'immigration heureuse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Saint-Méry, c'est comme Capri, c'est fini. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Méry, j'explique. Saint-Méry est une jolie église du XVIe siècle, d'un magnifique gothique flamboyant, située dans le 4e arrondissement de Paris, dans un quartier hautement stratégique, à 2 pas des Halles et du centre Beaubourg. Elle est consacrée au saint patron de la rive droite, de ce qui fut notre belle capitale avant l'arrivée d'Hidalgo Foldinguette. Depuis 1975, cette paroisse accueille un centre d'expérimentation pastorale. Une jolie formule, bien creuse comme on les aime, qui est surtout le masque de toutes les inepties et de toutes les élucubrations que l'on peut imaginer quand on s'ingénie à abîmer l'Église catholique, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Depuis 1975, le centre pastoral Saint-Méry, avec la bénédiction de l'archevêque de Paris de l'époque, concentre tous les combats les plus tendances du progressisme, accueil des migrants, soutien du mouvement LGBT, amour à tout ce qui est de gauche, et encore, et encore, et encore. Officiellement pour inventer des modes nouveaux pour l'Église de demain. Ça décoiffe sec au centre pastoral Saint-Méry. À Saint-Méry, on accueille les chômeurs, les homosexuels, les immigrés clandestins et très accessoirement, quand on a un peu de temps, on dit la messe à la va-vite et on parle du Christ en 2 temps 3 mouvements. Point trop n'en faut, on n'a pas que ça à faire non plus. En 2017, le centre pastoral Saint-Méry se distinguait par son soutien appuyé à Emmanuel Macron, qui représentait alors pour ses membres ce qui se faisait de mieux en termes de progressisme assumé. Diantre! Au cours des années ayant vu se déployer ces expérimentations bien à gauche, l'édifice lui-même s'est considérablement dégradé. Même les murs criaient leur désespoir en s'effritant joyeusement sous l'œil amusé de pigeons clandestins virevoltant dans la nef. Heureusement que la mairie de Paris, certainement par connivence idéologique, a mis des sous dans l'affaire pour rénover l'édifice, car il aurait pu finir par rendre l'âme depuis longtemps, le pauvre. Mais il arrive un moment où, même pour les adeptes du pire, trop c'est trop. La communauté de Saint-Méry est tellement tolérante et ouverte sur le monde qu'elle tue à petit feu les curés qui se succèdent les uns après les autres et qui partent en dépression ou en burn-out. Pour la seconde fois en moins de 3 ans, le curé de la paroisse a été obligé de quitter précipitamment sa mission devant la violence des attaques dont il était l'objet de la part de ces drôles de paroissiens. Cette fois, c'était le coup de trop. Les responsables du diocèse, mieux vaut tard que jamais, se sont vus contraints de sonner la fin de la récréation. Saint-Méry va redevenir une paroisse normale. Le bruit court que l'on y redirait la messe et qu'on y annoncerait l'évangile. Pour dire autrement, l'église Saint-Méry pourrait enfin vraiment s'appeler église. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une très bonne soirée.
il m'arrive parfois de perdre mon temps sur des sites glamour et tendance, comme auféminin.com. C'est mon côté fleur bleue, je m'en excuse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on y apprend plein de choses. Et oui, c'est là que j'ai découvert un nouveau concept dans le vent, l'advo-dating. L'advo quoi? L'advo-dating que je cause. Bon, comme je suis un gentil garçon, je vais vous faire profiter de mon logiciel de traduction. L'advo-dating, c'est le fait de dater. Dater, cela veut dire sortir avec quelqu'un quand on y cause le français. Et avec quelqu'un qui advocate, c'est-à-dire qui milite comme vous. Vous me suivez toujours? Comment pourrait-on traduire cela de façon simple? Tiens, l'amour militant par exemple. Oui, disons donc, l'advo-dating, c'est l'amour militant. Il paraît que cette tendance a le vent en poupe. Et oui, avant de se jeter dans les bras de quelqu'un, et plus si affinité, il serait de bon ton de s'assurer que la personne sur laquelle vous jetez votre dévolu partage les mêmes combats que vous, non? Prenons par exemple, cher monsieur, cette charmante demoiselle aux yeux pervenches que vous croisez chaque matin dans le métro. Avant de lui faire votre déclaration, vous êtes-vous bien assuré qu'elle était comme vous, une militante passionnée par la cause du réchauffement climatique? Quand vous aménagerez ensemble, acceptera-t-elle que vous embarquiez dans votre nouveau nid douillet votre portrait de 4 mètres par 3 mètres de Greta Thunberg pour l'accrocher dans le salon? C'est une question qui mérite d'être posée. Et vous, chère madame, ce sympathique collègue qui vous fait les yeux doux lorsque vous le rencontrez à la photocopieuse ou devant la machine à café, vous êtes-vous demandé si, comme vous, il vibre aux exploits du mouvement Black Lives Matter? Sera-t-il prêt, comme vous, à défiler en dehors des heures de bureau de nation à république pour la régularisation des sans-papiers? C'est important de le savoir si l'on veut éviter de futures crises de couple et autres scènes de ménage. Et vous enfin, macroniste de la première heure, comment allez-vous réagir si votre chair et tendre ne trie pas les emballages ou a l'intention de voter Zemmour aux prochaines élections? Le militantisme dans le couple, c'est un vrai sujet. Il y a quelques décennies, il y a même eu un film là-dessus. Son titre, « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes », qu'il s'appelait ce film. Ce qui est formidable, c'est qu'en ripollinant à coups d'anglish à 2,06 $ ce thème vieux comme le monde, on nous ferait croire que c'est le truc à la mode. Finalement, au-delà du grotesque du terme, c'est plutôt rassurant. Oui, effectivement, quand on s'apprête à rencontrer quelqu'un et que, soyons fous, on s'apprête à vivre avec cette personne pour le restant de ses jours, dans le cadre d'un beau mariage, avec une belle mariée en belle robe blanche, c'est peut-être mieux d'être sur la même longueur d'onde. Moi, par exemple, je ne pourrais envisager de partager mon quotidien avec quelqu'un qui ne regarde pas TV Liberté. Ce n'est pas de l'advo-dating, c'est du simple bon sens. Après cette constatation époustouflante, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à demain. Si l'on en croit les médias dominants, Alexei Navalny, c'est le chevalier blanc venu du froid pour venir pourfendre l'hydre de la Baltique, j'ai nommé Vladimir Poutine. Alexei le Juste, Alexei le Grand, Saint Alexei, patron des activistes de gauche, priez pour nous. Et oui, c'est assez simple. Navalny s'oppose à Poutine, il a donc forcément raison, il est nécessairement dans le camp du bien, c'est véritablement un saint. La parole de Navalny, c'est la vérité, la pravda, comme on dit là-bas. Tous les braves gens qui tressent à Navalny des couronnes dorées comme les ors des bulbes de Moscou, ne s'embarrassent pas de détails et n'essaient pas d'aller creuser trop loin dans le passé de ce serviteur de la justice. Ils risqueraient d'y trouver des choses pas jolies qui collent assez mal avec le tableau du héros en marche. Car il y a certaines de ces déclarations passées au bel Alexei qui font un peu désordre dans le décor.
Sur la Crimée, par exemple, je rafraîchis votre mémoire. La Crimée, ce petit paradis de la mer Noire, avait passé quelques décennies sous le drapeau ukrainien en raison d'un caprice de l'ami Khrouchtchev en 1954. En 2014, la Crimée redevient russe. Scandale chez les bien-pensants. L'Union européenne désapprouve et punit Vladimir à coups de sévères sanctions économiques. Pour le camp du bien, l'affaire est entendue. Annexion de la Crimée, pas bien. Poutine, gros vilain méchant. Eh bien, c'est là qu'est le problème. Sur l'épineux problème de la Crimée, Navalny est parfaitement d'accord avec Vladimir. Aïe! Pour lui, il ne fait pas l'ombre d'un doute que la Crimée est russe. Et s'il devient président, il l'a promis, russe elle a été, russe elle restera. Voilà qui est gênant pour un défenseur des droits de l'homme, de la conciliation internationale à la sauce ONU, Union européenne. Mais ce n'est pas tout. Prenez un autre dossier empoisonné, l'islam par exemple. Les mots du petit Alexei ne sont pas tendres pour les suppôts d'Allah. Dans le passé, il n'a pas hésité à qualifier les Tchétchènes de cafards et il a même préconisé l'emploi systématique du pistolet à leur égard. En quelque sorte, pour Navalny, un bon Tchétchène est donc un Tchétchène mort. Ça, ce n'est pas très chic de la part d'un défenseur de la liberté. C'est même un peu choc. En conséquence, la prestigieuse organisation Amnesty International, un peu gênée aux entournures, a décidé d'enlever à Navalny son statut honorifique de prisonnier d'opinion. Il faut être digne du titre et manifestement, l'ennemi public numéro 1 de Poutine ne l'est pas. Le combattant pour la liberté a du plomb dans l'aile. Mais chut, il ne faut pas que ça se sache trop. Amnesty International indique donc simplement, je les cite, qu'ils ont pris la décision en interne de cesser les références à Alexei Navalny comme prisonnier d'opinion en raison de commentaires qu'il a faits dans le passé. En interne, uniquement en interne. Il ne faudrait tout de même pas que les déclarations mal placées de Navalny portent ombrage à la juste lutte contre le président de toutes les Russies. Promis, je n'en dirai donc rien. Comptez sur moi pour garder le secret qui est si bien gardé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.